tout le monde. Aujourd'hui, on commence la section portant sur le magnétisme. Donc, il y a longtemps, lorsqu'on commençait le chapitre 1, je vous avais demandé de prendre tous les termes de champ magnétique, magnétisme, mettre ça hors de votre tête parce qu'on était vraiment dans une section qui portait sur les champs électriques. Maintenant, vous pouvez ramener toutes ces idées-là, tous ces termes-là, ça va être maintenant complètement admissible. Il va falloir faire simplement attention à partir de maintenant, quand même, de ne pas mélanger nos termes d'électricité et de magnétisme. La première chose que je voulais qu'on voit dans la section sur le magnétisme, c'était de l'exemple macroscopique que vous connaissez probablement tous, qui est celui des aimants. Ici, j'ai quelques petits aimants, mais aimants très puissants. Et voilà, il faut faire attention pour ne pas se coincer les doigts. Donc, la première chose que vous savez probablement déjà sur les aimants, comme ça qu'on appelle des aimants permanents, parce qu'évidemment, ils restent aimantés, c'est que chacun de mes aimants va avoir un pôle nord et un pôle sud. Donc, attention, là, on a une terminologie différente. Je n'ai pas parlé de positif et négatif. Ici, c'est vraiment un pôle nord ainsi qu'un pôle sud. On va voir quelle est la distinction dans quelques minutes. Si vous avez déjà travaillé avec des aimants ou que vous avez déjà un peu lu là-dessus, vous savez probablement qu'un aimant va avoir, comme je vous disais, un pôle nord, un pôle sud, et que si j'ai des pôles inverses, mes aimants vont s'attirer l'un vers l'autre. Donc, le pôle nord va attirer le pôle sud, et si j'ai deux fois le même pôle, bien, les deux vont avoir tendance à se repousser. Je ne pourrai pas, même en mettant beaucoup de pression, les rapprocher l'un de l'autre. Donc ici, ça va être notre première particularité. Évidemment, à ce point-ci, je n'ai pas défini qu'est-ce qui fait que c'est un pôle nord plutôt qu'un pôle sud. La définition va être très liée, comme beaucoup de choses en magnétisme, là, à l'utilisation de boussoles. Donc, par définition, le pôle nord de mon aimant, ça va être celui qui va être attiré dans la direction de l'Arctique, donc vers ce qu'on appellerait le pôle nord. Mais si vous portez attention à ce que je viens de dire, mon pôle nord, en théorie, devrait être attiré vers un pôle sud magnétique. Donc, si jamais je le rapproche d'un autre pôle nord, normalement, il se repousse l'un l'autre. Donc, s'il est attiré vers l'Arctique, ça signifie que dans notre définition, dans la définition qu'on se donne, le pôle magnétique situé à proximité du pôle nord géographique, c'est un pôle sud magnétique. Donc, ma face nord, mon pôle nord d'aimant, va être attiré vers ce pôle sud magnétique-là, qui est situé près, quoique pas exactement au même endroit que le pôle nord géographique. Donc, en fait, notre pôle sud magnétique va se déplacer un petit peu d'année en année. Vous pouvez trouver facilement sur Internet là, une carte où on voit le déplacement comme ça au fil des années. Auparavant, jusqu'aux années 2000, le pôle nord magnétique était situé assez près des côtes canadiennes dans le très grand nord. Mais au fil des années, on a vu ce pôle-là se déplacer un petit peu et se rapprocher récemment du pôle nord géographique. Donc ici, ça va être la convention qu'on va avoir. Ça fait une petite particularité étrange qu'on ait le pôle sud magnétique qui est situé au pôle nord. Par contre, ça fait en sorte que, on va voir un petit peu plus tard, là, notre champ magnétique pointe toujours vers le nord, ce qui est quand même plus intuitif que de dire que notre champ magnétique terrestre est orienté vers le sud. Donc, je vous avais dit que ce qu'on a ici sur nos aimants, c'est toujours un pôle nord ainsi qu'un pôle sud. La convention rappelle beaucoup ce qu'on avait vu en électricité lorsqu'on avait des charges positives ou négatives. Cependant, ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas penser que parce que j'ai des choses, par exemple, qui vont se repousser, parce que j'ai deux composantes, ça va nécessairement faire en sorte que on a exactement la même chose. Notamment, c'est pas parce que j'ai un pôle nord que je vais avoir des particules chargées à la surface. Typiquement, mes aimants sont neutres, sont globalement neutres et il n'y aura pas d'accumulation de charges positives ou négatives à chacune des faces. De la même façon, mon pôle nord ne va pas attirer ou repousser des particules chargées. On va voir c'est quoi l'effet que ça a. La force magnétique s'applique vraiment d'une façon assez particulière qui la rend super intéressante à étudier. L'autre chose, c'est que contrairement à mes charges, lorsque j'avais des charges positives et négatives, je pouvais les
extraire l'une de l'autre. Je pouvais les éloigner, dire ici je regroupe uniquement des charges positives, ici je regroupe uniquement des charges négatives. Je ne peux pas faire ça avec des aimants. Imaginons que j'ai un gros aimant. En fait, ici, je peux faire comme si j'avais un gros aimant en simplement, je vais essayer de faire attention à ne pas me coincer les doigts. Donc, en mettant mes 4 aimants bout à bout, en fait, j'ai exactement la même chose que si j'avais un gros aimant ici. Donc, je vais avoir un aimant avec un pôle nord, un pôle sud. Je peux déterminer facilement lequel des deux est mon pôle nord à l'aide d'une boussole. Donc, quand on avait dit que ma boussole, l'aiguille va toujours pointer vers le nord et donc mon aiguille, c'est nécessairement le pôle nord de l'aimant qui est contenu dans ma boussole. Si vous regardez en dessous, souvent on peut même voir, je ne sais pas si ici on le voit, non, ici on ne le voit pas, mais à l'arrière, à l'occasion, sur certains modèles de boussole, vous allez pouvoir voir carrément un petit aimant à cet endroit-là. Et on le met simplement en équilibre dans un liquide pour qu'il s'oriente plus facilement avec le champ magnétique. Donc ici, je sais que le pôle nord de mon aimant va être placé au bout de mon aiguille rouge. Si j'approche mon aimant ici, je vais pouvoir voir facilement est-ce que ce que j'ai, c'est un pôle nord ou un pôle sud. Donc ici, la section qui est au bout devrait correspondre à un pôle sud. Et si j'inverse, et voilà, je vais avoir un pôle nord ici. Donc, ici, j'ai dit j'ai un pôle nord d'un côté, un pôle sud de l'autre. Si j'arrivais avec une paire de ciseaux et que je décidais de prendre mon aimant et de le couper, disons que je suis une personne ambitieuse et je me dis, moi, je veux réussir à avoir seulement un pôle nord et pas de pôle sud. Ce que je pourrais vouloir faire, c'est couper mon aimant au centre. Donc, je pourrais dire, OK, je prends une paire de ciseaux, je coupe, comme ça, je vais avoir mon pôle nord d'un côté, mon pôle sud de l'autre. Cependant, si je fais ça, je vous rappelle, on avait, je crois, le pôle nord qui était ici. J'ai pas très bien suivi, regardons. OK, donc j'ai mon pôle... donc j'ai mon pôle nord qui est ici. Mais si je retourne, j'ai un pôle sud encore. Ce qui arrive en fait, c'est que chaque fois que je coupe mon aimant, ce que je fais, ce n'est pas d'isoler mes particules pôle nord ou mes particules pôle sud, c'est simplement que je viens de créer un plus petit aimant qui a lui aussi chacun un pôle nord, un pôle sud. Donc à ce point-ci, vous vous demandez peut-être comment un aimant fonctionne et pourquoi est-ce que mon aimant a ces propriétés-là. En fait, malheureusement, ça c'est quelque chose qui va dépasser de beaucoup le cadre du cours. Le fonctionnement interne d'un aimant, ce qui fait qu'un aimant permanent maintient ce qu'on appelle un champ magnétique, ça va être très complexe à expliquer et ça va impliquer entre autres plusieurs notions de mécanique quantique. Donc, au fin du cours, on va considérer que ça ici, c'est une technologie beaucoup trop avancée. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont déjà entendu parler de la troisième loi de Arthur C. Clarke, un auteur de science-fiction célèbre, qui disait n'importe quelle technologie suffisamment avancée va être indistinguable de la magie. Ben en fait, si on va considérer à toute fin pratique que nos aimants permanents, là, ça va être pour nous de la magie. Ça va être un créateur spontané de champs magnétiques, mais on ne s'intéressera pas à pourquoi est-ce que ces aimants-là créent un champ magnétique. Un peu comme au chapitre 1, on va vouloir représenter l'effet magnétique de mon objet sur l'ensemble de l'espace qui l'entoure. Et pour ce faire, on va faire l'analogue de ce qu'on avait fait avec le champ électrique, qui nous avait très bien servi jusqu'à présent, donc de représenter l'effet d'une particule chargée n'importe où dans l'espace autour par un vecteur. On va faire la même chose pour l'effet magnétique. Donc, on va définir un champ magnétique qu'on va nommer par la lettre B majuscule. Pourquoi B? C'est la nomenclature qui est très standard. Donc, B pour le champ magnétique qui va être mesuré en Tesla et qui va également être un vecteur. Donc, si j'ai un aimant, partout autour de cet aimant-là, je vais définir un vecteur en chaque point. Le vecteur va toujours pointer dans la direction dans laquelle serait orientée une boussole qui est placée à cet endroit-là. Donc, si jamais on met notre aimant à plat, je pourrais mettre mon aimant à côté et à chaque fois, je vais regarder dans quelle direction est-ce que l'aiguille rouge pointe. Ici, évidemment, là, c'est un petit peu plus difficile parce qu'il est à la verticale. Je le mettrais normalement à plat sur la table et je vais être capable comme ça de trouver l'orientation du champ magnétique à n'importe quel endroit.
le champ magnétique va être typiquement plus grand, la norme va être plus grande lorsque je me rapproche de ma source de champ magnétique. Donc ici, si je me rapproche de l'aimant, la norme du champ va être plus grande. Et la valeur, comme je vous disais, va être mesurée en Tesla ou alternativement à l'occasion en Gauss, donc qui est une autre unité très proche, qui n'est pas une unité, qui n'est pas l'unité du système international, mais qui se convertit très facilement. Vous avez la conversion indiquée ici. Donc 1 Gauss, ça va correspondre à 10 à la moins 4 Tesla, donc 1 dixième de millitesla. Donc évidemment, si je veux représenter mon champ magnétique, je vais pouvoir le faire en plaçant une boussole à plusieurs endroits successivement ou encore plusieurs boussoles disposées autour de mon aimant. Je peux ensuite représenter ça par une suite de vecteurs et finalement, je vais pouvoir réutiliser le même outil que j'avais précédemment lorsque j'utilisais les champs électriques. Donc je vais pouvoir me tracer des lignes de champs magnétiques qui suivent sensiblement les mêmes règles. Donc mes lignes de champ magnétiques ne peuvent pas se croiser. Ma ligne de champ est toujours mon champ magnétique est toujours tangent à ma ligne de champ. Plus ma densité de ligne de champ est grande, plus la norme du champ magnétique est grande. Et finalement, particularité vraiment pour les aimants, mes lignes de champ vont toujours aller de mon pôle nord vers mon pôle sud. Un peu comme lorsqu'on avait notre champ électrique, on disait mes lignes de champ partent toujours de mes particules positives vers mes particules négatives. Ici, c'est du pôle nord vers le pôle sud, à l'extérieur de l'aimant. Si vous voulez représenter les lignes de champ à l'intérieur de l'aimant, ça va toujours aller du pôle sud vers le pôle nord. Donc comme ça, on se crée des boucles fermées, ce qui est un petit peu différent de ce qu'on avait avec le champ électrique. Le champ électrique, on considérait vraiment que ça partait d'une particule, ça se rendait à une autre. Lorsqu'on regarde les champs magnétiques, on va toujours avoir des boucles fermées qui vont être créées. Donc, on a maintenant vu les bases du magnétisme à travers les aimants. On a vu la définition qu'on s'est donnée du champ magnétique. Maintenant, voyons c'est quoi les forces magnétiques qui vont s'appliquer. Et typiquement, on va vraiment très très peu s'intéresser dans le cadre du cours à la force entre deux aimants, qui était notre force qui était soit attractive ou répulsive. En fait, ce qui va souvent nous intéresser dans le cadre du cours, ça va plus être l'effet d'un champ magnétique. Et pour l'instant, on va se concentrer vraiment davantage sur des champs magnétiques uniformes. Donc, un vecteur B qui est dans la même direction avec la même norme partout dans l'espace. On va s'intéresser à l'effet de ce champ magnétique-là sur des particules chargées au départ et ensuite on va complexifier. Donc, un petit peu comme on avait fait avec le champ électrique encore une fois. On répète les formules, ça fonctionnait, on va essayer de récupérer le plus possible notre méthode de travail. Donc, on va commencer par essayer de trouver l'effet d'une force magnétique sur une particule chargée. La première chose à garder en tête, c'est si votre particule est immobile, elle ne sera pas attirée ni repoussée par un aimant. Je vous rappelle, les charges électriques et les champs magnétiques sont deux concepts qui sont liés, mais qui ne sont pas équivalents. Donc, c'est pas parce qu'une particule est chargée qu'elle va nécessairement être attirée ou repoussée par un aimant. En fait, ce qu'on va voir, c'est que la force magnétique, c'est une des seules forces qui est super intéressante pour cette raison-là, qui n'est pas attractive ou répulsive. En fait, ma force magnétique va dépendre de ma charge, va dépendre du champ magnétique, mais va dépendre principalement de la vitesse de ma particule. Et plus encore, ce qui va arriver, c'est que je vais avoir une force qui va constamment être perpendiculaire à ma vitesse. Donc, si j'ai une particule qui s'en va dans une certaine direction, l'effet de mon champ magnétique, ça ne sera pas d'attirer cette particule-là ou de la repousser, mais bien de la dévier. Donc, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir une formule qui va s'écrire comme suit. On va avoir une formule où ma force magnétique, ça va être ma charge fois ma vitesse, produit vectoriel avec mon champ magnétique. Et ici, ça, c'est une nouvelle opération qu'on va revoir un petit peu plus en détail, le produit vectoriel. Le résultat d'un produit vectoriel, c'est un vecteur. Donc, vous remarquerez ici, là, ma force, c'est un vecteur, et l'opération, notée par le petit x ici, va me donner un vecteur également. C'est un vecteur qui va toujours être perpendiculaire aux deux autres valeurs, donc ma force va nécessairement toujours être perpendiculaire à la fois à mon champ magnétique et à ma vitesse. Donc, voyons voir maintenant ce qu'on pourrait appeler produit vectoriel 101. Donc, on va s'intéresser spécifiquement à
la relation mathématique, hein, l'opération mathématique qui est le produit vectoriel. Donc, tout d'abord, la première chose à garder en tête, comme je viens de le mentionner, c'est que le produit vectoriel, c'est une opération entre deux vecteurs. On ne pourrait pas faire un produit vectoriel avec deux scalaires, par exemple. C'est vraiment une opération qui se fait uniquement entre deux vecteurs. Le résultat de ce produit-là, comme le nom de l'opération l'indique, ça va être un vecteur. Donc, le produit scalaire qu'on avait vu précédemment, hein, A.B, le résultat de ça, c'était un scalaire, donc on appelait ça le produit scalaire. Cette fois-ci, le résultat va être un vecteur, donc on appelle ça le produit vectoriel. En passant, en anglais, il va arriver qu'on réfère au produit plutôt que comme produit scalaire ou produit vectoriel. On va y référer en fonction de ce à quoi ressemble le symbole. Donc on va parler de cross product. Il va également être à l'occasion de noter le produit vectoriel là, par une espèce de chapeau entre les deux vecteurs. Donc, plusieurs notations, évidemment, là, tout dépendant des ouvrages sur lesquels vous pourriez tomber. Mais la première chose à garder en tête, donc, c'est que le résultat, ça va être un vecteur. La deuxième, c'est que le résultat sera toujours perpendiculaire aux deux vecteurs de départ. Donc, si j'ai le produit vectoriel d'un vecteur A avec un vecteur B, si on se le dessine ici, considérons un système d'axes où j'aurai X, Y, Z. À ce moment-là, je pourrais me tracer par exemple un vecteur A et un vecteur B qui seraient dans le plan XY. Donc, je me tracerais par exemple vecteur A ici et un vecteur B qui s'en vient vers nous. Donc, quelque part comme ça. Les deux sont des vecteurs, donc je vais m'assurer d'indiquer la flèche sur le dessus. Et voilà. Si j'ai ces deux vecteurs-là, je cherche un nouveau vecteur qui va être perpendiculaire aux deux. Mais à ce moment-là, c'est un petit peu comme si je regardais quel est le plan qui est dans lequel les deux vecteurs sont. Donc, je peux imaginer comme une feuille qui passerait au travers des deux vecteurs au complet. Et à ce moment-là, je vais pouvoir trouver que le vecteur C va être perpendiculaire à ce plan-là, donc va correspondre à la normale. Si jamais je me le trace ici, ça voudrait dire que mon vecteur C, sans savoir exactement c'est quoi sa norme, je sais qu'il va être selon l'axe des Z ici. Donc pour n'importe quel deux vecteurs, on va trouver que on a deux possibilités d'orientation. Je peux avoir un vecteur C qui irait vers le haut ici, ou encore un vecteur C qui irait vers le bas. Comment est-ce que je fais maintenant pour distinguer l'un de l'autre? Et pour ça, on va se référer à ce qu'on appelle la règle de la main droite. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais placer ma main de façon à enrouler mes doigts du vecteur A vers le vecteur B. Donc, si jamais je m'intéresse à la situation qui est ici, je vais vouloir enrouler de A vers B. J'aurais deux possibilités. Je pourrais faire tourner mes doigts dans cette direction-ci, ou encore, je pourrais les faire tourner dans cette direction-ci. Je vais vouloir toujours choisir le plus petit angle. Et si je regarde la situation que j'ai ici, je vais vouloir donc enrouler de A vers B, ce qui fait en sorte que je vais avoir mon pouce, si vous placez votre main, là, mon pouce va devoir pointer vers le bas de façon à ce que je place mes doigts dans la direction de A. Donc ma main, si vous voulez, est à l'origine des axes. Mes doigts sont dans la direction de la flèche de A. Et je vais enrouler mes doigts en direction de B. Et à ce moment-là, mon pouce va me donner l'orientation de C. C'est ça qu'on appelle la règle de la main droite, toujours parce qu'on doit faire cette règle-là, évidemment, avec la main droite. Vous noterez également qu'un système d'axes orthonormé normal, donc un système d'axes X, Y, Z, va toujours répondre à cette règle-là également. Donc, si jamais je veux choisir, je peux avoir mon axe X, mon axe Y, et je me demande où est-ce que je dois placer mon axe Z, bien, c'est la même règle. Mes doigts s'enroulent toujours de X vers Y et mon pouce va pointer vers Z. Donc ça, c'est ma règle pour le produit vectoriel. Maintenant, si je veux trouver la norme du vecteur, on va avoir une petite règle, un petit peu comme on avait pour le produit scalaire. On va dire que la norme
sera donné par la formule suivante. La norme du produit vectoriel, ou encore j'aurais pu dire ici la norme de C, ça serait revenu du pareil au même, va être donnée par la norme du vecteur A fois la norme du vecteur B fois le sinus de l'angle entre les deux. Donc le sinus de l'angle entre A et B, si je me réfère à la figure que j'avais ici, là, ce serait l'angle ici qui correspondrait à θ AB. Donc le plus petit angle entre mes deux vecteurs. Donc ici, c'est ma formule qui me permet de déterminer la norme. Mais n'oubliez pas que mon vecteur C, c'est un vecteur. Ça veut dire qu'il va falloir que je détermine d'une part cette norme-là, mais aussi l'orientation du vecteur. Et si jamais je m'intéresse au vecteur C, il va falloir que je précise les deux, à la fois la norme et l'orientation de ce vecteur-là. On a une formule ici qui ressemble beaucoup à celle du produit scalaire. On se rappelle que le produit scalaire, lui, était donné par le résultat était un scalaire, donc je n'avais pas besoin de mettre de barre de chaque côté. Et c'était la norme de A fois la norme de B fois le cosinus de l'angle entre les deux. Donc pour cette raison-là, on peut dire que le produit vectoriel, la norme du produit vectoriel, ça correspond à qu'est-ce que des vecteurs ont de différent. Il va être maximal lorsque mes deux vecteurs sont perpendiculaires. Lorsque j'ai sin de 90, ça va me donner 1. Et à ce moment-là, je vais avoir la plus grande valeur possible pour le produit vectoriel. Alors que pour le produit scalaire, c'est un petit peu comme si on s'intéressait à qu'est-ce que les deux vecteurs ont en commun. Donc le résultat du produit scalaire va être maximal quand les deux vecteurs vont être exactement dans la même direction. Également, avec cette formule-là, je vais trouver que la norme du vecteur qui correspond au produit vectoriel va être de 0 lorsque deux vecteurs sont dans la même direction. Donc, par exemple, ça veut dire que le produit de A avec lui-même, A produit scalaire avec A, ça me donnerait norme de A fois sinus de 0. Et donc, ça me donnerait un produit de 0 à ce moment-là. Donc ici, je vous ai laissé quelques propriétés du produit scalaire. La première, c'est que le produit scalaire va se distribuer sur une addition. Donc si j'ai une addition avec une multiplication avant, je vais pouvoir distribuer à l'intérieur. Vous allez voir plusieurs de ces propriétés-là, ça correspond aux propriétés de produits auxquelles vous êtes habitué, donc un peu comme une multiplication. Même chose, si j'ai une constante qui multiplie mon produit, je peux envoyer ma constante n'importe où. L'ordre ici, dans l'endroit où se trouve ma constante dans mon équation, n'aura pas d'importance. Donc, je peux avoir K fois A, je peux avoir K fois B, ou je peux avoir K fois le produit en soi. On a vu que le produit d'un vecteur, le produit vectoriel d'un vecteur avec lui-même va toujours me donner 0. Et finalement, le produit va avoir une importance dans l'ordre dans lequel on fait le produit. On va dire ici que mon produit est anticommutatif au sens où si jamais j'inverse A et B, il va y avoir un moins qui va sortir ici. Et si on revient à notre figure, là, c'est complètement logique. Si jamais j'utilisais ma règle à main droite, je disais le produit de A avec B, j'enroulais mes doigts de A vers B, ce qui faisait que mon pouce pointait vers le bas. Mais si j'avais fait le produit de B avec A, j'aurais eu la relation inverse. Et là, j'aurais voulu enrouler mes doigts de B vers A, ce qui fait en sorte que j'aurais dû placer ma main à l'inverse et mon pouce pointerait vers le haut ici. Mais si jamais je m'intéresse au produit de A avec B, j'allais avoir un vecteur ici, C, qui aurait pointé vers le bas. Donc, allons-y avec un petit exemple, question de se faire la main. Donc ici, l'exemple que je vous propose est le suivant. On cherche la force magnétique qui va être causée par le champ magnétique terrestre sur un muon. Donc ici, ça va être une autre particule.
très très semblable à l'électron. Donc en fait, c'est une version, si vous voulez, modifier de l'électron. Le grand frère de l'électron qui a la même charge, donc moins E, mais une masse plus grande, une masse de 1,88 x 10 à la moins 28 kg, et qui voyage vers le nord-est à 400 km par seconde. Donc pour votre information, là, ce que je décris ici, là, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup au type de particules qu'on aurait si on s'intéresse par exemple au vent solaire, des particules qui nous proviennent du Soleil et qui percutent la Terre. Là, j'ai choisi une orientation différente. Là, c'est sûr que typiquement, ça arriverait de la direction du Soleil, mais pour l'exercice, on va s'intéresser à ça ici. Donc, la première chose, je vais avoir besoin de faire quelques petites approximations ici. On s'intéresse au champ magnétique terrestre. Donc ici, je vais tracer sur mon schéma, j'aurai normalement la planète de dessiner. Je vais indiquer, j'ai mon pôle nord, mon pôle sud. Ici, c'est mon pôle nord, mon pôle sud géographique. Et je vais mettre en superposition de ça mon pôle sud magnétique. On avait vu, mon pôle sud magnétique est situé près de mon pôle nord géographique et vice-versa. Mon pôle nord magnétique va être aligné avec mon pôle sud géographique. Et de cette façon-là, je sais que je vais avoir des lignes de champ qui vont provenir de mon pôle nord magnétique et qui vont se rendre vers mon pôle sud magnétique. Et donc, mon champ magnétique là, va être orienté toujours, peu importe où je regarde sur la planète, mon champ magnétique va être orienté plein nord. Là, c'est une petite approximation. Là, en réalité, vous l'avez peut-être noté, le champ magnétique est un petit peu décalé. Auparavant, il était aux environs au large du territoire du Nord-Ouest au Canada. Il se déplace lentement là, en se rapprochant de ces temps-ci du pôle nord géographique. Mais pour les fins de nos exercices, on va considérer que le pôle nord, le pôle sud magnétique est exactement au même endroit que le pôle nord géographique. Donc regardons maintenant qu'est-ce qu'on peut faire. Ici, j'ai tracé ma planète. Maintenant, je vais regarder du point de vue à vol d'oiseau, ça me donnerait quoi? Bien, à vol d'oiseau, j'aurais ma petite particule, mon muon. C'est qu'on représente avec la lettre grecque mu. Je vais placer mon système d'axes. Là, c'est moi qui choisis comment est-ce que j'oriente mes axes. Ici, je vais dire que mon nord va correspondre à mon axe des Y positifs. Mon est va correspondre à mon axe des X positifs. Donc, je peux mettre comme ça ma superposition. Comme ça, je sais de quoi je parle lorsque je fais référence à ma figure. Je mentionne que mon muon voyage en direction nord-est. Donc, je vais me mettre en vert ma vitesse. Quand on dit nord-est, typiquement, ça veut dire qu'on voyage à exactement 45 degrés. Exactement à mi-chemin entre le nord et l'est. Donc, je vais venir mettre ça sur ma figure. Je sais que je suis à 45 degrés. Ça ici, c'est mon vecteur de vitesse. Et je vais avoir mon vecteur de champ magnétique qui va être orienté, lui, directement vers le nord. Donc ça ici, ça va être mon vecteur de champ magnétique. Si vous faites une petite recherche rapide, vous allez trouver la valeur du champ magnétique. On sait que le champ magnétique terrestre, ça va être une valeur approximative ici, là, que B terrestre va être environ 0,5 Gauss ou encore 5 microtesla. Ici, évidemment, là, c'est une valeur qui va changer en fonction d'où vous vous trouvez exactement sur la planète. Est-ce que vous êtes plus proche des pôles? Est-ce que vous êtes plus proche de l'équateur? On va y aller pour un modèle simple ici. On va considérer qu'à l'endroit où on a 0,5 microtesla. C'est une information qui vous serait donnée typiquement, même dans la question.
Je connaissais également ma vitesse. Donc ici, on nous a dit qu'on était à 400 km par seconde. Donc je vais faire ma conversion. Ça va être ma première étape. On convertit la vitesse. On met tout en unité SI. Mon champ magnétique, je vais vouloir le garder comme ça en Tesla. Micro Tesla, je sais que je vais pouvoir changer ça. C'est 10 à la moins 6 Tesla. Ma vitesse maintenant, c'est des kilomètres par seconde. Je vais changer ça en mètres par seconde. J'ai donc 400 000 mètres par seconde. Ou encore, ça c'est ma norme de la vitesse. Ou encore 4 fois 10 à la 5 mètres par seconde. Et là, je vais vouloir calculer ma force. Je vais avoir besoin de faire deux choses. Je vais avoir besoin de déterminer quelle est l'orientation de cette force-là et quelle est la norme de la force. Mon orientation, je peux la déterminer à l'aide de la règle de la main droite. Pour votre information, je vous rappelle, là, on a deux façons d'inscrire mes vecteurs entrants ou sortants. Donc, je vais avoir plutôt une façon, mais qui est pour les deux. Un vecteur qui serait représenté par un cercle avec un point à l'intérieur, c'est quelque chose qui va vers le haut. Et quelque chose qui est représenté par un cercle avec un X à l'intérieur serait quelque chose qui va vers le bas, ou ici qui sort de la page et qui entre dans la page, si vous voulez. Vers le bas, donc entrant dans la feuille. Entrant dans l'écran. Donc ici, on se rappelle que ma force magnétique est donnée par quoi? Ma force magnétique va être donnée par l'équation suivante. Donc, petit rappel ici, ma force, je sais qu'elle va être à la fois perpendiculaire à V et perpendiculaire également à mon champ magnétique. Donc, j'ai deux choix possibles ici. Si je veux être à la fois perpendiculaire avec mon vecteur V qui va vers l'est et mon vecteur B qui va vers le nord, ben, je n'ai pas le choix. Il faut que je sois selon mon axe des Z ici. Et je peux être soit vers mes Z positifs, donc aller vers le haut, ou encore vers les Z négatifs et aller vers le bas. Ici, la façon que je vais avoir de le trouver, ça va être d'utiliser ma règle de la main droite. Et donc, je vais vouloir placer ma main ouverte selon l'orientation de V et je vais enrouler mes doigts vers B. Donc, je vais enrouler mes doigts comme ça à partir de V vers B dans cette direction-ci. Et ça ici, ça va me donner la direction dans laquelle le vecteur V produit scalaire avec B va être. Donc le résultat de ça, je vais connaître son orientation, le résultat de V croix B. Mais j'ai une particule ici qui va être négative. Donc je vais avoir mon vecteur résultant qui va être multiplié par quelque chose de négatif. Et donc mon résultat final, la force, va pointer non pas dans la direction de mon pouce, mais dans la direction opposée. Et je vais avoir comme ça un vecteur qui va pointer vers l'intérieur. Je sais que ma force ici, là, tiens, mettons ça en mauve. Ma force magnétique va être orientée vers l'intérieur de la page. Encore une fois, juste pour que ce soit clair, je trouve la direction du vecteur V croix B. La direction du vecteur V produit scalaire avec B par la règle en main droite va être vers le haut. Cependant, je le multiplie par une valeur négative. J'ai une particule négative. Donc, mon résultat va être vers l'intérieur de la page ou vers le bas ici. Si j'ai est, nord, donc si j'ai est, ouest, nord, sud, ça veut dire que mon autre axe est vers le haut ou vers le bas. Ici, je sais que ma particule va être déviée vers le bas. Ça, c'est la première chose. Je peux dire de la règle de la main droite avec une particule négative, Q négatif, on trouve
force magnétique vers le bas. Ici, je pourrais dire c'est vers les Z négatifs. Parce que si, hein, même chose, j'ai mon axe des X, mon axe des Y et mon axe des Z pointerait vers le haut aussi. Pour la même raison, règle la main droite, de X vers Y, mon pouce va toujours pointer vers Z. Donc, ensuite, il va juste me rester à déterminer quelle est la norme du vecteur. On trouve la norme. La norme de F, ça va évidemment correspondre à la valeur absolue de Q fois la norme du vecteur V, produit scalaire, avec B. Et V produit scalaire avec B, la norme de ça, je sais que ça va être norme de V fois la norme de B fois le sinus de l'angle entre V et B. Je reviens donc à ma figure. Là, je connais mes valeurs de V, je connais mes valeurs de B, je connais ma charge. Il va me rester simplement à revenir sur ma figure et déterminer quel est l'angle entre B et V. C'est l'angle juste ici, hein? Et donc, ça va être également 90, ça va être 90 degrés moins le 45 ici, donc 45 degrés entre V et B. Et là, je peux mettre mes valeurs numériques là-dedans. Q, c'est la charge, c'est la même charge qu'un électron, on disait, donc 1,6 fois 10 à la moins 19 coulombs en valeur absolue. Ou plutôt moins 1,6 parce que c'est un électron, mais on le met en valeur absolue parce qu'on s'intéresse à la norme, fois la norme de la vitesse, on avait dit c'était 5 fois 10 à la 5 mètres par seconde, fois la norme du champ magnétique, on avait dit c'était 5 microtesla, hein? Ouais, donc 5 microtesla ici. Donc 5 fois 10 à la moins 6, si j'ai des microtesla, fois sinus de 45 degrés. Je mets tout ça dans la calculatrice. Ce qui nous donne un 2,83, tiens, fois 10 à la moins 19 newton. Il me reste à fournir ma réponse, évidemment. Hein, je pars de la question, je veux formuler ma réponse dans les mêmes termes que ceux qui me sont fournis dans la question. Donc là, on me mentionnait que j'avais un muon qui allait en direction nord-est. On me demandait quelle est la force, mais il va falloir que je donne la grandeur et l'orientation, mais en fonction de la question. Donc je vais dire la force sur le muon. Réponse. La force sur le muon est de 2,83 fois 10 à la moins 19 newton vers le bas. Je peux même préciser, si je veux être vraiment clair, vers le sol. Donc ça ici, c'est un exemple d'une particule qui serait déviée dans cette direction-là.